Pour nous, la création monétaire est importante. Il faudrait arriver à la récupérer, à la reprendre aux personnes privées qui nous l'ont volée, c'est-à-dire les banquiers privés, ceux à qui appartiennent les banques privées. Pour nous, c'est important parce que en dépend la prospérité. Aucun humain n'est plus autonome pour se nourrir. Les gens n'ont plus leur lopin de terre, ils ne sont même pas capables de travailler la terre, ils ont besoin des autres. Nous avons tous besoin des autres, et donc nous avons tous besoin d'échanger. Nous ne sommes plus autonomes. Et dans ce monde-là, nous avons besoin de monnaie. Et si cette monnaie est rare, nous avons un problème de prospérité. Or, ceux qui fabriquent la monnaie, aujourd'hui, ont un intérêt à ce qu'elle soit rare, pour qu'elle soit chère. Et que c'est eux qui en perçoivent le prix. Donc ils ont intérêt, ceux qui produisent la monnaie aujourd'hui, ont intérêt à ce que cette monnaie soit rare, mais ça va contre l'intérêt général. Donc nous, notre intérêt, l'importance cruciale de la création monétaire pour nous, c'est de récupérer le pouvoir de créer la monnaie en quantité suffisante pour qu'elle ne soit pas rare, pour qu'elle ne nous manque pas. Le chômage, il est lié au manque de monnaie. Le chômage est lié au manque de monnaie. Si les entreprises n'embauchent pas, c'est parce qu'elles n'ont pas assez d'argent. Il y a une vieille image, mais qui marche bien, qui consiste à comparer la quantité de monnaie avec la quantité de sang. Et aux fonctions de la monnaie avec la fonction du sang. La monnaie sert à échanger, le sang aussi. Nous avons besoin de sang, nous avons besoin de monnaie. Et nous avons besoin d'une quantité adéquate de monnaie, comme nous avons besoin d'une quantité adéquate de sang. Si nous avions trop peu de sang, nous serions malades. Si nous en avions trop, nous serions malades aussi. Or, ce qui détermine la quantité de monnaie dans nos pays est complètement idiot. La monnaie est créée par les crédits. Au moment où vous empruntez, vous créez de la monnaie. Mais du même coup, la création monétaire, elle a lieu quand des gens ont envie de monnaie, quand vous avez besoin de crédit. Et elle a lieu quand des gens ont envie de vous prêter. Donc en fait, elle a lieu surtout quand la période est optimiste. Dans les périodes d'optimisme, où, un peu comme des moutons, nous croyons à l'avenir, tout va bien, on est bien payé, on fabrique de moins en moins cher, l'ambiance générale est à l'optimisme, on va avoir tendance à emprunter beaucoup. En période de pessimisme, on n'a plus confiance en l'avenir, donc on n'a plus envie d'emprunter. On n'a plus confiance en l'avenir, donc ça c'est de notre côté emprunteur. On n'a plus de confiance en l'avenir, donc on n'a plus envie de prêter, ça c'est du côté des banquiers. Les banquiers n'ont plus envie de prêter, donc il y a de moins en moins de prêts. Pourtant, il faut toujours rembourser les anciens prêts. Donc la baignoire se vide toujours à vitesse régulière, mais elle ne se remplit plus. Donc vous avez la baignoire qui se vide, et là la masse monétaire diminue, et là vous avez du chômage. Mais c'est idiot. C'est pas parce qu'on est pessimiste, c'est pas parce qu'on a une ambiance pessimiste qu'il faut qu'on ait moins de monnaie. On a toujours autant besoin de monnaie. Aujourd'hui, si tout le monde remboursait ses dettes, il n'y aurait plus d'argent. Et pourtant, on aurait quand même encore besoin d'argent. Donc il y a un problème en fait. Pourquoi est-ce que si on remboursait nos dettes, on n'aurait plus d'argent? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un système dans lequel on aurait de l'argent même si on n'est pas endetté? C'est pas possible ça? Oui, bien sûr c'est possible. Mais à condition que les acteurs politiques et les acteurs intellectuels universitaires ne soient plus dominés par les banques. Parce que sinon, les banques, dominant ces acteurs essentiels, médiatiques, politiques, universitaires, les banques ont les moyens donc d'imposer, comme si c'était une loi naturelle, ce mécanisme qui est complètement inique et stupide. Il conduit aux crises. Si vous n'embauchez pas les gens, c'est pas parce que vous manquez de projets, ou c'est pas parce que vous manquez de gens. Les humains savent très bien construire des maisons bien isolées, les humains savent très bien épurer l'eau, ils savent très bien fabriquer des produits agricoles. Donc c'est juste une question d'argent. Attends, notre problème, c'est un problème d'argent. Si les entreprises, les jeunes gens qui viennent de finir leurs études et qui voudraient avoir une activité, s'ils n'arrivent pas à trouver du boulot ou à avoir une activité qui donne du boulot, c'est parce qu'il manque d'argent. On a juste un problème d'argent. Et l'argent, qui le crée? Comment ça se fait que l'argent soit rare? Comment ça se fait que l'argent soit difficile à trouver? Le problème, c'est qu'on a donné l'argent, on a donné la responsabilité de la création de l'argent à des acteurs qui ont un intérêt personnel puissant à ce que cet argent soit rare. Vous êtes dans un piège politique. Nous sommes dans un piège politique, l'Union européenne, qui a été voulu
financé, défendu mordicus par les banquiers. Les institutions européennes, elles sont antisociales. Elles sont faites pour fabriquer du chômage. La seule mission de la Banque centrale et à laquelle vous n'avez pas le droit de toucher, vous pouvez voter à gauche ou à droite, vous ne toucherez plus à ça. La seule mission de la Banque centrale, c'est de protéger la monnaie, fût-ce au prix d'un chômage de masse qui va avoir lieu et qui arrange bien les riches qui ont voulu tout ce zinzin. C'est une première félonie gravissime. L'anticonstitution européenne nous condamne à un chômage de masse en ne protégeant que la monnaie comme si c'était le veau d'or. Tous les banquiers du monde savent que quand ils luttent contre l'inflation, ça se paye en chômage des plus défavorisés. Tout le monde le sait. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas d'inflation parce qu'ils veulent que leurs billets de banque continuent, parce qu'ils en ont beaucoup. Ils veulent que ça continue à valoir de l'argent. Et ils veulent du chômage parce que le chômage, ça va être intimidant pour les salariés. Ça va leur permettre de payer des bas salaires. Et des bas salaires, pour eux, c'est des hauts profits. Ce chômage de masse, il nous intimide. Il nous fait peur. Il nous dissuade de demander de meilleurs salaires. Il nous conduit à une résignation à de bas salaires. Pourquoi est-ce que l'argent est rare? Puisque les banques créent la monnaie autant qu'on veut, mais elles créent la monnaie pour les riches. Parce que les riches ne présentent pas de risque de remboursement. Alors que les pauvres en présentent. Et pour être pauvre et emprunter, il faut avoir tellement de garanties que, globalement, les pauvres n'ont pas le droit au crédit, peu, en tout cas moins. Or, écoutez bien que ça c'est important. Ceux qui dépensent l'argent créé, ce n'est pas les riches, c'est les pauvres. Les riches, ils ont déjà satisfait tous leurs besoins. Vous leur donnez plus d'argent, ils ne vont pas le dépenser. Ils vont se débrouiller, c'est une espèce de maladie mentale, quand on a beaucoup d'argent, on devient dingue. Ils vont se débrouiller pour en gagner encore plus. Ils vont le placer, c'est-à-dire qu'ils vont faire travailler les gens à leur place pour en gagner encore plus. Le pauvre, par définition, ne satisfait pas tous ses besoins. Il a encore plein de besoins à satisfaire. Si vous lui donnez de l'argent, il va satisfaire les besoins qu'il n'avait pas satisfaits jusque-là. Donc il va dépenser l'argent, le réinjecter dans le circuit, et donc faire circuler cet argent dans les mains de gens qui en ont besoin et qui s'en servent même à leur tour. Le circuit va profiter de cet argent parce que vous l'avez mis dans les bonnes poches, les poches de pauvres, de gens qui le dépensent. Faites attention aux poches dans lesquelles on met ces milliers de milliards. Si vous mettez ces milliers de milliards dans les poches des ultra-riches, vous n'avez rien changé à la prospérité de la société. Et les riches s'en servent pour faire des paris de plus en plus risqués au fur et à mesure où les prêts sont plus faciles. Inflation, ça veut dire une augmentation de quantité. Et quand on parle d'inflation, on parle d'inflation monétaire. Si vous augmentez la quantité de monnaie avec en regard, en face, une augmentation de la capacité de production des biens, il n'y a pas d'inflation parce qu'il n'y a pas de rareté. Si par contre vous créez beaucoup d'argent, vous donnez du pouvoir d'achat aux gens, mais il n'y a pas les biens, vous ne créez pas les biens qu'il y a en regard. Les gens sont là avec leur pouvoir d'achat prêts à acheter les choses, mais les choses n'existent pas. Vous avez créé, en donnant trop de pouvoir d'achat, vous avez créé de la rareté. Vous avez créé de la rareté et pour départager ceux qui veulent acheter, ils vont être prêts à payer un prix plus fort. Ça va faire monter les prix. Mais comprenez bien que si vous augmentez la masse monétaire, vous distribuez de l'argent, progressivement, en même temps que les producteurs arrivent à suivre. Vous faites ça pas brutalement, vous faites ça doucement pour que les producteurs arrivent à faire tourner leurs usines, embaucher, faire venir les matières premières pour produire. Il n'y a pas de rareté, il n'y a pas d'augmentation de prix. Mais il faut quand même distinguer, et je crois que c'est très important, c'est jamais fait, il faut distinguer deux mondes qui utilisent la même monnaie, mais qui sont vraiment deux mondes à part, qui sont le monde des marchés financiers, c'est le monde des gens qui ont trop d'argent et qui essayent d'en faire plus en le prêtant à ceux qui en manquent et ce qui leur permet de gagner de l'argent sans travailler. Donc ça, il y a le monde des riches, qui est le monde des marchés financiers. Et puis il y a le monde normal, le monde des gens normaux, avec les biens communs, on achète des voitures, on achète des maisons, on achète de quoi manger, on achète des services de toutes sortes, services de médecins. Le monde normal, des gens normaux, avec là aussi un risque d'inflation si vous créez trop d'argent. Et alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? La Réserve fédérale crée 1,5 milliard par jour en ce moment. 1,5 milliard de dollars par jour. Et pourtant, il n'y a pas d'inflation.
Attendez, il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas d'inflation pour nous les gens normaux, parce que c'est pas à nous qu'on le donne. C'est pas à nous qu'on donne ces milliers de milliards. On ne nous les donne pas, donc il n'y a pas d'inflation. Par contre, regardez ce qui se passe du côté des riches, du côté des marchés financiers. Ces marchés qui devraient s'effondrer, parce que c'est des crapules qui ont triché, qui devraient être en faillite. La bourse devrait s'effondrer, et elle ne s'effondre pas. Pourquoi? Parce que les milliers de milliards, vous les mettez là, dans ce monde de riches, où vous poussez les prix à la hausse, parce que vous injectez du pouvoir d'achat, vous êtes en train, avec le même argent, notre argent à nous, qui nous sert, qui est si précieux, qui devrait garder de la valeur, vous êtes en train de l'injecter dans des marchés financiers pour maintenir en survie, en respiration artificielle, des cours de bourse qui devraient s'effondrer, des richesses de banquiers qui devraient s'effondrer, ces gens-là devraient être ruinés, vous leur donnez de l'argent, l'inflation, vous la voyez là. Mettez-vous à leur place, vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez acheter sans limite. Vous arrivez sur la Côte d'Azur, la maison vaut 1 million, mais il n'y a pas de problème, moi je peux la payer 2 millions. Attendez, vous êtes prêt à la payer 2 millions, mais le prix va monter. Le prix va monter, effectivement, parce que le vendeur, il va préférer celui qui l'achète 2 millions. Et donc les prix montent, et montant, il valide le pari que faisait l'acheteur en disant ça va continuer à monter, puisque les prix montent. Ben, oui, ce sont des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire qu'ils alimentent eux-mêmes une bulle avec de l'argent facile. Quand elle s'effondrera, elle va ruiner non pas les acteurs qui ont triché, parce qu'ils vont se retirer toujours à temps, parce qu'ils sont dans les mécanismes de délit d'initié, ils savent avant tout le monde quand est-ce que ça va se retourner, et ils se retirent juste avant que ça se retourne. Ça se retourne. Le truc est en train de se retourner. Mais ces acteurs-là sont les acteurs qui reçoivent les ordres de vente. Ils sentent que ça se retourne, et bien juste avant que ça se retourne, eux, ils commencent par vendre avant de vendre en se conformant aux ordres de leurs clients. Donc c'est jamais eux qui perdent. La Grèce s'est fait endetter comme les autres. Elle est la première à sombrer, mais ne traitez pas la Grèce comme un cas particulier. La Grèce, c'est la France. Nous sommes tous grecs. Nous sommes tous grecs. Et je vous prédis la suite, parce que ce n'est pas fini. Nous sommes en train de régresser. C'est-à-dire que tout ce que nos parents ont fabriqué comme moyen de nous défendre contre les abus de pouvoir, ce qui est ma lutte à moi, c'est la résistance aux abus de pouvoir, tout ce que nos parents ont pensé, ont mis en place, mais durement, pour que nous puissions nous défendre, on est bêtes comme des pieds, on est incultes, on est en train de tout laisser partir sans nous battre. Et on est en train de tout perdre, mais on n'a pas encore tout perdu. Et quand on sera à poil, ce sera trop tard. Quand vous êtes dans une prison, il est trop tard pour s'apercevoir que vous n'avez plus de moyens de résister à l'État. Quand ce sont les mêmes personnes qui vous ont endetté au dernier degré, qui viennent pousser des cris d'orfraie pour prétendre que l'urgence est au désendettement, si vous n'êtes pas complètement idiot, vous allez faire le lien entre le gars qui vous a endetté et le gars qui est en train de dire maintenant il faut se désendetter et se dire lui il est en train de me prendre pour un con parce qu'il est en train de croire que j'ai oublié que c'est lui qui m'a endetté. Et qu'il est en train de me prendre pour un con parce qu'il est en train d'imaginer que je ne vois pas qu'il m'a endetté en baissant les impôts des riches et qu'il va me désendetter en augmentant les impôts des pauvres. Le bout de la logique du capitalisme, c'est Dachau, c'est Auschwitz, c'est le camp de concentration. C'est-à-dire que la logique du profit, elle va jusqu'au bout de sa logique du profit. Si vous ne lui résistez pas, elle vous fera travailler pour rien. Et quand vous serez mort, c'est pas grave, il y a d'autres fourmis qui arrivent derrière par train. Lisez Antelme. Moi, je serais indécent de dire, moi qui n'ai pas été dans un camp de concentration, de dire que c'est la même logique qu'il y a dans les entreprises et dans les camps de concentration. Ce serait indécent. On pourrait me dire, mais qui tu es pour dire ça? Mais quand c'est quelqu'un qui sort d'un camp de concentration et qui voit la vie des entreprises et qui dit, mais c'est la même logique, c'est le même mépris humain, c'est la même mécanique qui tue et qui asservit, lui, il a le droit de le dire. Et Antelme le dit.
tant que nous dirons que la malfaisance de ce système vient des autres, nous serons à côté de la plaque. Le problème ne vient pas des banquiers, il ne vient pas des élus, il ne vient pas des riches, pas du tout. Le problème, il vient de nous, il vient des pauvres, il vient les pauvres au sens large, c'est-à-dire tout le monde. Il vient de 98% de la population qui décide de ne pas faire de la politique et qui, quand il fait un peu de politique, défend le pire système, défend le suffrage universel, entre guillemets, c'est-à-dire le faux suffrage universel, qui consiste à désigner nos maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis et qui sont choisis par les plus riches. Alors, nous-mêmes, nous défendons ce système-là. Mais il faut juste arrêter ça, arrêtons-nous, c'est la Boétie. Le pouvoir n'est possible, les tyrans ne sont possibles que parce que nous les soutenons. Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libre. Je ne m'en prends pas au manque de vertu de ceux qui nous oppriment. Je dis, il nous faut des institutions qui vont tenir à la gorge ceux qui n'ont pas assez de vertu. Et ces institutions, c'est à nous de les écrire. Tant que vous laisserez écrire la Constitution par les élus, ils écriront des règles pour eux-mêmes et ils continueront à écrire le gouvernement représentatif. C'est-à-dire la négation de la démocratie. La première chose à faire, la chose la plus importante à faire, le slogan le plus simple contre la dette publique, c'est d'établir une assemblée constituante par tirage au sort. C'est-à-dire une assemblée constituante qui ne soit pas composée de politiciens professionnels. Une assemblée constituante qui ne soit pas composée d'hommes de parti. Parce que les hommes de parti, ils écrivent des règles pour eux-mêmes. Donc ils ont intérêt au gouvernement représentatif parce qu'ils se goinfrent dans le gouvernement. Bien sûr, ils goinfrent les riches plus encore, mais eux se goinfrent. Et c'est difficile, je crois, pour les citoyens d'arriver à comprendre qu'une assemblée tirée au sort parmi eux sera moins pire sera 1000 fois meilleure que des gens qu'ils auront choisis. C'est dur de comprendre ça, parce qu'on se dit, il y a une illusion, et que les élus ne manquent pas de nous monter en sauce cette illusion. On croit que quand on désigne des gens, ces gens vont être meilleurs parce qu'on les a désignés. Enfin, je comprends qu'on ait cru ça en 1789, mais après 200 ans d'échecs cuisants, on ne désigne que des affreux, que des gens qui nous trahissent. Enfin, après 200 ans d'expérience merdique, on va quand même arriver à tirer les leçons et dire, ok, ça va, le gouvernement représentatif, c'est de l'enfumage, c'est de l'escroquerie politique, on nous ment tout le temps, avant l'élection, pendant l'élection, après l'élection, et jusqu'à la prochaine élection, et encore après la suivante, on nous ment tout le temps, on nous trahit sans arrêt, ça va, après 200 ans, on va inventer un autre système. Il y en a un. Le tirage au sort, c'est une procédure qui sert à donner peu de pouvoir à des gens pour peu de temps, qui ne l'auront jamais deux fois, de façon à ce qu'ils ne deviennent pas accros au pouvoir, à ce qu'ils ne deviennent pas des professionnels, de façon à ce qu'ils restent des amateurs, à être sûr qu'ils restent des amateurs, pour qu'ils ne deviennent jamais nos maîtres et qu'ils restent toujours nos serviteurs. Ça sert à ça le tirage au sort. Ça ne sert pas à leur donner le pouvoir, ça sert justement à ne pas leur donner le pouvoir, ça sert à le garder nous. La démocratie, c'est nous qui allons prendre les décisions dans nos assemblées, dans nos communes, qui vont se fédérer en fédération de communes. C'est ça qui va se passer. Une démocratie, c'est à petite échelle, on se connaît entre nous, et on tire au sort entre nous ceux qui nous représentent pour qu'ils ne deviennent pas nos chefs. Parce que nous avons compris que les chefs sont des gens qui vont nous maltraiter, même si au début ils sont gentils, ils finissent par se transformer, le chef ça les change en mal. Ça fait des milliers d'années qu'on l'observe, ça suffit. La démocratie, ça sert à dire, mais on veut plus ça, on veut plus de chefs, ou on veut des chefs sans pouvoir, des chefs affaiblis. Et la démocratie, c'est ça. Et le tirage au sort, il sert à nous protéger durablement contre les chefs. Vous savez, ces gens qui ont plus de tempérament que les autres, les gens qui sont des leaders, qui voudraient bien être les chefs, et bien le tirage au sort, il nous protège contre eux. Le mode opératoire, c'est que la dette oblige les États à vendre les services publics aux acteurs privés, riches, qui ont fait élire les élus et qui sont en train de se faire renvoyer l'ascenseur par leur... C'est des parrains, c'est une mafia, une vraie mafia avec des malfaiteurs en bande, où vous avez
les riches qui font élire les élus et qui ensuite se font brader à vil prix les services publics pour les transformer les assurances sociales, transformer les assurances de retraite en centres de profit. C'est révoltant, ça mériterait une révolte violente, parce que c'est une vraie violence qu'on nous fait, une violence sociale que nous font nos élus en nous trahissant au dernier degré. Ils vont coûter beaucoup plus cher une fois que ça va devenir des centres de profit. Tous les prix vont augmenter, on sera moins bien traité, les services seront moins bons, ils coûteront plus cher. Regardez les services de santé en Angleterre privatisés par cette épouvantable Thatcher. Regardez les services de santé, ils sont épouvantablement chers et ils sont mal soignés. Ils viennent se soigner en France. Regardez les transports, et ils ont des accidents, c'est une catastrophe, et pourtant les transports coûtent la peau du dos. À chaque fois, c'est des centres de profit, c'est une catastrophe. Mais le libéralisme, c'est une catastrophe. Le libéralisme, c'est une ruine. Il n'y a pas d'exemple d'État qui a appliqué le libéralisme, qui se soit enrichi ou qui a amélioré sa situation. À chaque fois, c'est une catastrophe sur tous les registres. Ça ne marche pas, c'est une idéologie de riches pour se goinfrer le temps qu'on applique ces recettes, et après la crise, on s'en fout, on est riche.